Donc Baudouin Dupré, je suis belge d'origine, français d'adoption. Je suis directeur de recherche au CNRS et je suis actuellement directeur du centre Jacques Berck, qui est un institut de recherche en sciences humaines et sociales qui est installé à Rabat, au Maroc. Et donc ma spécialité, c'est essentiellement le droit dans les pays arabes, mais depuis ça a évolué aussi vers les sciences humaines et sociales dans le monde arabe, et particulièrement les questions de normes, de règles, à côté du droit. Je pense que c'est comme souvent une combinaison des deux. Si on regarde de près la chronologie des réformes au Maroc ces 10 dernières années et de l'adoption de cette constitution, on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui est survenu comme un coup de tonnerre dans le ciel bleu. Il y avait des choses qui étaient engagées précédemment en matière de droits de l'homme, en matière de conseil économique et social, en matière de régionalisation, en matière de reconnaissance du Tamazirt, on peut multiplier les chantiers sur lesquels il y avait une activité de réforme. Il est en même temps évident que l'adoption de la Constitution de 2011 n'aurait pas eu lieu à cette vitesse si le printemps arabe n'avait pas poussé ses vagues jusqu'au Maroc et si le mouvement du 20 février n'avait pas catalysé un certain nombre de mécontentements politiques. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la qualification de proche du palais et du roi. Je connais plusieurs personnes qui ont participé à la commission Menouni et de toute évidence, ce sont des gens qui étaient relativement indépendants à l'égard du palais. C'est sûr que ce n'est pas une commission représentative de l'ensemble des Marocains, loin de là. C'est une commission composée avant tout d'une certaine élite, élite juridique, élite politiste, professeurs d'université, beaucoup, des gens actifs dans la société civile. Donc ce n'est certainement pas le Maroc profond qui s'y retrouvait présenté et représenté. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il s'agissait de pions du roi qui étaient télécommandés à partir du palais. Et du coup, je pense que leurs travaux se sont faits dans une grande sincérité. Les échos que j'en ai eus, c'était un travail très libre, très intense, qui a débouché sur un texte intéressant, mais un texte qui a connu des transformations entre le moment où la commission a remis ses travaux et le moment où la proposition de constitution a été soumise au référendum. Il y a eu des modifications entre ces deux niveaux. Que dans l'idéal, un travail de pédagogie sur une constitution nécessite du temps, en même temps qu'il ne faut pas être tout à fait idéaliste en la matière. Si on veut bien se rappeler l'expérience de constitution européenne, qui n'est pas si vieille que cela en Belgique et dans nos pays, qu'est-ce que les gens savaient de la constitution européenne au moment de voter pour ou contre? Il s'avère qu'ils connaissaient extrêmement peu des détails techniques d'une constitution. C'est finalement une idée qu'ils se faisaient de l'Europe pour laquelle ils votaient et non pas le détail d'un texte juridique. La même chose au Maroc. Le Maroc, on aurait pu certainement consacrer quelques semaines de plus à faire de la pédagogie constitutionnelle. En même temps, je ne suis pas sûr que l'immense majorité des Marocains seraient très fort intéressés aux détails du texte. Ce qui s'est avéré, c'est que ce n'était pas tant un référendum par rapport à la Constitution qu'un plébiscite par rapport à la personne du roi. Et en ces termes-là, le plébiscite a été tout à fait convaincant. Les Marocains sont très majoritairement monarchistes. Il les précise plus qu'il ne les renforce. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut toujours faire des procès d'intention. Mais en même temps, le texte de la Constitution est clair. Auparavant, la personne du roi était sacrée. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. On peut tourner les choses dans le sens que l'on veut. Il reste qu'il y a une différence majeure
entre un texte qui reconnaissait la sacralité royale et un texte qui n'en fait plus mention. Et c'est là-dessus que le Maroc politique des années prochaines va se construire. Alors, on pourra toujours avoir des tentatives de se sauver un petit peu de part de sacré dans la personne du roi. On peut l'imaginer, mais la base sur laquelle construire ce discours, elle, n'existe plus. Et ça la rendra d'autant plus difficile d'argumenter de manière pertinente dans cette direction. Les articles 41 et 42 apportent eux aussi une modification majeure dans le paysage constitutionnel d'abord, politique ensuite du Maroc. Quand on a un article comme l'article 19 ancien qui confondait les deux fonctions du roi, ce que j'appelle parfois les deux corps du roi, le corps sacré et le corps politique, et deux articles dans la nouvelle constitution qui distinguent ces deux fonctions, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant et d'important qui s'est passé. C'est qu'il y a une évolution vers une distinction beaucoup plus manifeste dans les compétences du roi, et que d'une certaine manière, en matière exécutive, dans la gestion du pouvoir politique, le travail du roi est aujourd'hui plus, alors pas limité, il est plus balisé, il est plus défini. On sait mieux de quoi est composé le travail politique du roi aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas auparavant. Je pense que le PJD, d'abord au sein du gouvernement, c'est certainement la force dominante, là il n'y a pas de doute là-dessus. Deuxièmement, si la monarchie a accepté l'accession du PJD au pouvoir, c'est aussi pour le confronter à l'exercice du pouvoir. Si c'était simplement pour en faire une marionnette, le calcul serait mauvais, parce qu'à terme, le PJD pourrait se retourner contre celui qu'il a utilisé comme une marionnette. Alors, en disant, mais vous ne m'avez pas donné ma chance d'exercer le pouvoir, donc ce que j'ai fait ne peut pas être compté comme à mon crédit ou à mon débit. Tandis que là, tout l'intérêt de la monarchie aujourd'hui consiste à confronter le PJD à l'exercice du pouvoir pour qu'il s'y use aussi en partie, parce que l'exercice du pouvoir n'est pas affaire de slogan. Il va falloir maintenant, par exemple, réaliser la lutte contre la corruption. C'est un problème endémique au Maroc. Réaliser efficacement le combat contre la corruption, c'est une tâche titanesque. Est-ce que le PJD va y arriver? Le PJD l'a inscrit parmi ses objectifs principaux. Maintenant, il va être obligé de mettre en œuvre une politique visant à réaliser cela. Le palais ne va jamais s'opposer directement à des actions du PJD, enfin du gouvernement dominé par le PJD, qui s'attaquerait à la corruption. Certainement pas. Comment est-ce que le palais voudrait s'associer à l'image de la corruption au Maroc? Mais en revanche, en associant le PJD au pouvoir, à l'exercice du pouvoir, il l'amène à s'exposer, il l'amène à terme en partie s'user. C'est une façon politique de jouer sur le pluralisme des forces en présence au Maroc. Le PJD n'a pas gagné les élections en 2007, mais le PJD a accepté préalablement aux élections, sous pression de toute évidence d'un certain nombre d'autorités du pays, a accepté de ne pas se présenter dans l'ensemble des circonscriptions. Et donc, mécaniquement, en ne se présentant pas dans toutes les circonscriptions, il ne pouvait pas remporter les élections. Donc c'est une sorte de défaite organisée préalablement à la tenue même des élections. Mais ce n'est pas une situation où le PJD aurait gagné en nombre de voix les élections et où il se serait vu interdire par la suite l'exercice du pouvoir, ou que les chiffres auraient été maquillés. Bien qu'il est arrivé dans l'histoire marocaine que les chiffres soient maquillés, mais c'est de l'histoire un peu plus ancienne. Donc ce qui a changé, c'est que là, oui, pour le coup, le printemps arabe est passé un petit peu par le Maroc, et on s'est bien rendu compte qu'il fallait une vie politique plus active, que les anciennes formations politiques ne suffisaient plus à assurer la crédibilité de la chose politique au Maroc,
que le PJD était une force qui avait un véritable soutien populaire et qu'on ne pourrait plus longtemps faire comme si ce soutien n'existait pas et qu'il valait peut-être mieux confronter le PJD à l'exercice du pouvoir que lui donner le rôle du martyr dans l'opposition. Cette situation de martyr dans l'opposition est finalement un des facteurs qui explique le succès des frères musulmans en Égypte, le succès d'Al-Nahda en Tunisie, le succès de nombre de formations issues des frères musulmans. Oui, ben forcément, tout dépend du point de vue qu'on adopte sur les choses. Les islamistes du roi. Il est évident que Ben Kiran ne serait pas Premier ministre du Royaume du Maroc, du gouvernement du Royaume du Maroc aujourd'hui, s'il n'avait pas fait preuve de monarchisme. C'est une évidence. Est-ce que c'est pour autant la marionnette du roi? Avoir en tout cas le peu d'enthousiasme il y a quelques mois encore de la monarchie à leur permettre d'accéder au pouvoir, on se rend compte que c'était pas la préférence, en tout cas. On n'avait pas tellement envie de voir Ben Kiran au pouvoir. On préférait imaginer Fouad Ali Hemma. Donc si on pense à l'un plutôt qu'à l'autre, c'est bien qu'il y a des jeux quand même qui se nouent et que les uns sont préférés par rapport aux autres. Donc, vous nous avez dit, excusez-moi, je vous coupe, vous nous avez dit lors de la conférence qu'il était probable que ce soit Fouad Ali Hemma qui aurait approché le PJD avant ou pendant les élections. C'est-à-dire que la chose paradoxale qui s'est produite. Avant le printemps arabe, la carte politique marocaine semblait avoir été redessinée en sorte de permettre au parti Authenticité et Modernité de Fouad Ali Hemma d'accéder au pouvoir, de devenir le parti gouvernemental et le parti du Premier ministre. Là, voilà un des grands effets du printemps arabe et du mouvement du 20 février. Ça a été rendu totalement impossible. Vu l'échec relatif du PAM et en tout cas de la présidence de Hemma, ce qui s'est passé, c'est qu'il a démissionné du PAM et est devenu a été nommé conseiller du roi. Le clin d'œil, disons, l'ironie, c'est qu'on a demandé à Al-Hemma de négocier pour le roi, pour le compte du palais, de négocier la formation du gouvernement avec le roi, qu'est-ce que je dis, avec Ben Kiran, avec le Premier ministre désigné, et que donc ce sont les deux grands adversaires politiques de l'année qui précédait qui ont été contraints à la négociation dans la formation du gouvernement. Alors, de nouveau, la question n'est sans doute pas celle de la sacralité, mais celle de la possibilité ou non d'attenter à l'image du roi dans la presse marocaine, dans les médias marocains. Donc ce n'est pas la sacralité en tant que telle, mais c'est le fait que la personne du roi est inviolable et que son image ne peut pas être mise en cause. Ce sont des dispositions juridiques assez claires. Ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est en toute légalité que ces personnes se sont fait interpeller, se sont fait poursuivre devant soit par les instances administratives et policières, soit par les instances judiciaires. La situation des médias au Maroc est une situation contrastée. On n'est pas dans une situation où la liberté de la presse serait complètement bafouée. Il y a une véritable liberté d'expression, une véritable liberté des médias au Maroc. Est-ce que cette liberté est totale? Bien sûr que non. Cette liberté fait l'objet régulièrement de mise en cause. On a le cas du journal Nishan, on a le cas de l'Hebdo, on a le cas de Rachid Nini. Par rapport au cas du journal, parce que je l'évoquais tout à l'heure, vous n'en avez pas parlé, le journal... Oui, c'est parce que ça s'est passé avant que je n'arrive au Maroc et que donc je suis un petit peu moins compétent en la matière. Simplement, ce que j'en sais, c'est que... Oui, c'est qu'on a touché des lignes rouges qui existent au Maroc. Il ne faut pas se voiler la face. Il existe des lignes rouges, surtout quand il s'agit de la personne du roi. Ces lignes ont eu tendance à changer en 2011.
un journal comme tel quel a pu se permettre des audaces qu'il n'aurait jamais osé avoir, ne serait-ce que l'année précédente. Quand il fait un jeu de mots parlant de Facebook en titrant Le roi du sexe, je ne suis pas sûr que ce soit un jeu de mots innocent. Je crois que tel quel joue sur les mots pour associer roi et sexe et produire un effet. Mais cette chose-là était totalement impensable un an auparavant. Aujourd'hui, tel quel peut attaquer directement les prérogatives du roi. Mais c'est un journal francophone. Donc c'est un journal qui a une audience limitée. On peut se permettre ce genre de choses. Charles André, avec El País, en fait, Alors avec El País, là on est quand même tombé dans une mesure bureaucratique un peu stupide. Parce que, alors, le français n'est certainement pas la première langue au Maroc, mais il y a quand même quelques dizaines de milliers de personnes qui achètent tel quel ou qui lisent les médias en français. Les médias en espagnol, on est dans un nombre nettement moins important. Et El País, encore moins, parce que ce n'est pas un journal marocain en espagnol, il s'agit d'un journal espagnol importé qui coûte cher pour les Marocains qui voudraient le lire en espagnol. Qu'un article qui reprend les bonnes ou mauvaises feuilles d'un bouquin d'un journaliste qui s'en prend au roi en espagnol, dans la presse espagnole, que ce journal soit saisi, soit interdit de diffusion au Maroc, ça a finalement donné beaucoup plus de publicité à ce qui était contenu dans les colonnes du journal que si on avait fait semblant de rien, qu'on avait laissé l'article se diffuser en très petit nombre d'exemplaires. Non, je pense que le chemin est encore long pour que la mazirité, non pas soit simplement reconnue, mais qu'elle ait une véritable existence effective, active au Maroc. Ce qu'on peut dire une fois de plus, c'est que le texte constitutionnel constitue un grand changement constitutionnel, rien que constitutionnel, pas plus. Il ne faut pas faire dire à un texte ce qu'il ne dit pas, et il ne faut pas lui demander de faire ce qu'il ne peut pas faire. Mais le changement est très important, ne serait-ce que par rapport au texte précédent. Pour la première fois, la mazirité est reconnue comme une des sources affluentes de l'identité marocaine. Pour la première fois, la langue amazigh est reconnue comme une langue officielle au Maroc. En fait, la seconde langue officielle, la première étant l'arabe, clairement, explicitement, mais l'amazigh se voit reconnaître le statut de langue officielle, avec un institut comme l'IRCAM, l'Institut de recherche sur la culture amazigh, qui existe, qui met en place des grammaires, des lexiques, des dictionnaires, qui a choisi l'alphabet, etc., etc. On voit bien que les choses sont en marche. Est-ce qu'elles vont aboutir? Est-ce que dans 20 ans, les enfants de régions amazigh vont parler l'amazigh, non seulement vont le parler, mais vont le parler en l'ayant appris à l'école, en ayant eu des ouvrages scolaires en amazigh, en ayant pu développer jusqu'à l'université la possibilité de s'exprimer et d'étudier dans cette langue? Là, le chemin est encore long et je serais bien incapable de vous répondre. D'un point de vue constitutionnel, la question est simple. Si la Constitution le dit, la Constitution l'est. C'est aussi simple que ça. Est-ce que le Maroc l'est effectivement en dehors de la Constitution? Je dirais que ce sont tous des chantiers qui sont aujourd'hui ouverts. Sans doute ne l'était-il pas auparavant, c'est ça la différence. Démocratique, le Maroc auparavant, il l'est plus aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Est-ce qu'il est parlementaire? Il l'est aujourd'hui plus qu'il ne l'était hier. Les pouvoirs du Parlement ont été renforcés par cette Constitution. Est-ce que le Maroc est une véritable monarchie parlementaire? Bien sûr que non. Le Maroc n'est pas une monarchie parlementaire aujourd'hui. Il ne ressemble pas à l'Espagne, il ne ressemble pas à la Belgique. Donc, on peut voir le verre à moitié plein, on peut voir le verre à moitié vide,
Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'il faut voir les choses dans une dynamique, qui nous font remonter au début des années 70, premier texte constitutionnel, et nous font arriver à 2011, dernier texte constitutionnel en date. Et entre 1970 et 2011, la transformation, l'évolution, elle, est énorme. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans le meilleur des mondes? Vous savez bien que ce n'est pas le cas.